donc propose des formations continues et en alternance sur tout ce qui est système et réseau et développement. Voilà. Et donc, moi, je suis Christelle Champigny et je travaille à Epitech, et donc école en informatique également, et donc avec un parcours en alternance, un parcours grande école post-bac, avec notamment effectivement les aspects de cybersécurité dans nos cursus de formation. On va maintenant présenter mes trois témoins qui viennent aujourd'hui donc parler de leur métier, de leur activité dans la cybersécurité. Tout d'abord, eh bien, Mounir, si vous voulez bien vous présenter. Bonjour, donc je m'appelle Mounir Aïdouada. Je suis en cursus à l'EUNI, dans le cursus ESD, expert sécurité digitale, pour devenir ingénieur en cybersécurité. Evan. Oui, bonjour à tous. Du coup, moi, je suis alternant en cyberdéfense à Soprasteria et en même temps, je fais mes études. Donc là, je suis en 4e année à Epitech Rennes, dans le cursus MSC Pro, donc le cursus alternance de l'école, en spécialisation cybersécurité. Et enfin, Ewen. Bonjour à tous, moi c'est Ewen Thomas. Donc pareil, je suis à l'école Epitech à Rennes et aussi alternant en cyberdéfense chez Soprasteria. Et donc en 4e année aussi avec une spécialisation cybersécurité à Epitech. Merci. Alors, tout d'abord, pour commencer, on souhaiterait vous poser la question de savoir quelle est pour vous, selon vous, la définition de la cybersécurité. Qui veut intervenir? C'est ouais. Donc du coup, pour moi, la cybersécurité, c'est tous les métiers et toutes les pratiques qui vont avoir en lien la sécurisation des systèmes d'information. Voilà, on est dans un monde maintenant digital, et donc quand on est sur Internet ou quand on a des applications, toutes les données, donc qui sont des données personnelles, des données sensibles, vont être hébergées dans des bases de données, donc dans des serveurs. Et du coup, ces données, elles vont transiter, il va y avoir des flux. Et le but du coup de la cybersécurité, ça va être de sécuriser justement le flux de toutes ces données pour pour garantir l'intégrité, la disponibilité de ces données. Voilà, c'est vraiment la définition qu'on donne de la cybersécurité à l'école et puis dans le monde professionnel aussi. Merci Mounir. Evan et Ewen, est-ce que vous avez des compléments à apporter? Ouais, c'était clair. C'est tous les concepts, c'est ça. En concept, on a les lois, pratiques, formation, enfin tous les concepts vraiment qui vont viser à garantir justement la protection des données. Et la protection, on entend tout ce qui est intégrité, confidentialité, disponibilité. Ouais, donc c'est ça. Les pratiques, ça varie énormément. Ça peut aller de la simple sensibilisation jusqu'au test d'intrusion pour le plus compliqué, souvent ce qui est le plus connu. Après, il y a vraiment tout un éventail de métiers derrière et beaucoup d'enjeux cyber, et de plus en plus, puisqu'on est de plus en plus dans un monde digitalisé. Donc, c'est vraiment un domaine qui ne cesse de croître. Alors, effectivement, selon IBM, la cybersécurité est la pratique qui consiste à protéger les systèmes critiques et les informations sensibles comme les attaques numériques. Les mesures de cybersécurité visent à lutter contre les menaces qui pèsent sur les systèmes et les applications en réseau, qu'elles proviennent de l'intérieur ou de l'extérieur d'une entreprise. Alors moi, je suis un petit peu surprise. Je pensais que les cybercriminels étaient forcément externes à l'organisation. Du coup, c'est faux. Est-ce que vous pouvez... Pardon ? Toujours des espions. Oui, c'est vrai que, par exemple, là récemment, une entreprise, donc, parce que moi je suis chez Provexio, du coup, en alternance, une entreprise d'informatique managée, et donc qui offre des services de gestion en fait d'un parc informatique pour les entreprises qui n'ont pas soit les capacités de le faire ou le temps de le faire. Et donc un de nos clients s'est fait attaquer, donc du coup par une attaque cybersécurité, et par ce qu'on appelle un ransomware, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où tous les ordinateurs, les serveurs s'arrêtent de fonctionner,
Et puis, tous les fichiers, en fait, sont cryptés, sont chiffrés. Et après, avec un joli message qui dit, bah voilà, maintenant, vous êtes fait attaquer. Et si vous voulez récupérer tous vos fichiers, toutes vos données, il faut nous payer en Bitcoin avec un joli mail. Donc voilà. Donc nous, mon rôle justement dans ce cas précis, pour arriver vraiment dans le concret du métier, ça a été de faire ce qu'on appelle de la post-attaque. Et du coup, j'ai fait ce qu'on appelle du forensic, c'est-à-dire de l'investigation numérique. Et il a fallu que je récupère des ordinateurs qui ont été infectés et que je les mette dans ce qu'on appelle dans des machines virtuelles isolées. Et il a fallu que je recherche la source de l'attaque. Donc voilà, en regardant tout plein de pratiques pour regarder d'où vient l'attaque. Et il se peut aussi que l'attaque vienne de l'intérieur. C'est-à-dire parfois, on a même eu à un moment donné des suspicions quand on a vu un petit peu, on a regardé, on a analysé un petit peu les postes et on a vu qu'à un moment donné, une clé USB avait été intégrée sur une machine. Et on s'est dit, est-ce que ça vient pas de là, justement, la source c'est-à-dire du malware, parce que le malware ou le ransomware, la cyberattaque, il faut bien qu'il entre dans le système d'information et dans le système informatique. Et pour qu'il y entre, il n'y a pas 36 manières, quoi. C'est soit physique, c'est-à-dire quelqu'un qui va directement brancher une clé USB, ou alors, ou alors arriver sur la machine physiquement. Ou alors, ça peut être par le biais, du coup, comme là, ça a été par le biais de protocoles du coup, qui était faillible. Et voilà, donc on se pose ces questions-là. Et forcément, du coup, l'attaque peut venir aussi de l'intérieur. Donc quand on est dans l'investigation, c'est comme pour la police, hein, quand il y a quelque chose, les premiers suspects, souvent, ce sont les gens proches, en fait. Et on ne ferme pas les portes. Et du coup, c'est des choses qui peuvent arriver, justement, sur l'intérieur. Oui, et surtout ne jamais récupérer une clé USB qui traîne là et la mettre dans un ordinateur. C'est une des règles de base. Quand on sensibilise les personnes, c'est faire attention à l'équipement qui ne provient pas de la DSI de la boîte. Donc, faire attention à ça. Et c'est vrai qu'aussi, l'ennemi de l'intérieur, ça peut être subtil parce que, en fait, ça peut être un utilisateur interne de l'entreprise malgré lui. C'est-à-dire par exemple sa clé USB justement qui lui appartient. Entre-temps, il y a quelqu'un d'autre, il y a les parties manger par exemple dans un site de restauration rapide, elle a laissé sa clé sur la table. Entre-temps, on ne sait pas ce qui s'est passé sur la clé, elle rebranche la clé et effectivement le coupable a priori, ça semble être la personne à qui appartient la clé, mais en fait, c'est un utilisateur malveillant qui, entre-temps, a pu faire des choses sur la clé. Donc, voilà, il y a beaucoup de facteurs et de vecteurs d'attaque. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas seulement définir des politiques de sécurité sur des attaques qui ne proviendraient que de l'extérieur. Il faut considérer que tout utilisateur peut être malveillant à un moment X ou Y. Voilà, pas mal de vigilance de la part des utilisateurs. Ouais, c'est ça. Et même, on peut dire aussi des employés de la société. Ce n'est pas forcément que les utilisateurs. On a vu oui, c'est ça, c'est plus au niveau des employés, effectivement. Ouais, c'est ça, il faut qu'on sorte du cliché du pirate qui est vraiment dans sa chambre dans le noir avec sa capuche. Ça peut vraiment provenir de n'importe qui. Et c'est justement toutes les mesures sont à prendre là-dessus, que ce soit à l'intérieur, d'origine intérieure, d'origine extérieure. Il y a vraiment toute une politique à avoir là-dessus. Vous avez un grand champ d'action, effectivement, de paramètres à prendre en jeu à ce niveau-là. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, que vous parlez d'attaque, etc. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu comment ça se passe, le déroulé d'une attaque, et après comment on fait pour finalement sécuriser les choses et à quel degré, à quel moment on peut intervenir? Ouais, donc après sur le déroulé d'une attaque, je passerai après dessus, mais justement pour continuer sur le vecteur interne, par exemple, il y a beaucoup de solutions qui sont mises en place, comme justement le cloisonnement des données. Donc un utilisateur lambda va pas forcément, un utilisateur d'une entreprise va pas forcément avoir les mêmes accès et autorisations sur le réseau que l'administrateur de cette même boîte. Donc en fait, on cloisonne en fonction du métier. Et comme ça, quand le pirate informatique
réussit son coup, et il est limité qu'à une certaine catégorie de fichiers et pas à l'ensemble de la boîte. Donc ça, c'est une des mesures qu'on met en place justement pour éviter que la totalité de la boîte se fasse pirater. Et après, le déroulé d'une attaque, oui, par exemple, avec une insertion de clé USB. Il y a aussi le mail de phishing. Donc voilà, un fichier PDF, par exemple, infecté. On clique sur le PDF et il y a tout un procédé derrière qui se met en place pour subtiliser les données. On peut parler Voilà. aussi des phases d'une attaque. La première phase d'une attaque, en général, l'attaquant, il va jamais tenter comme ça une attaque de manière spontanée. Il y aura toujours ce qu'on appelle une phase de reconnaissance. Donc, en général, les attaquants planifient leur attaque et font toute une phase de reconnaissance qui peut être soit via Internet, donc à distance, soit directement sur le site de l'entreprise. Ils se font passer pour un visiteur lambda, etc., pour récolter des informations. Et après, utiliser ces informations pour tenter justement une phase d'injection c'est ça, d'intrusion de l'agent malveillant via un vecteur d'attaque. Et suite à cette phase-là, on a ensuite la phase d'exploitation, où justement l'agent malveillant est introduit dans le système d'information de l'entreprise visée ou du particulier. Et après, l'agent malveillant fait en sorte de faire le travail adéquat qui lui a été donné par l'utilisateur. Donc, ça peut être de récupérer des données, donc voler des données. Ça peut être détruire des données. Dans le cas d'un ransomware, si jamais la rançon n'est pas donnée, par exemple, l'utilisateur peut détruire les données ou les laisser chiffrer indéfiniment. Le seul attaquant a la clé. Et puis, il peut y avoir aussi, justement, quand on touche à la disponibilité des données, ça, c'est les attaques qui sont un peu plus médiatisées. Par exemple, quand des groupes d'activistes bloquent des sites Internet pendant de longues durées, ça, tout ce qui touche à la disponibilité, c'est des attaques par délit de service. Donc, en fait, des attaques où on envoie un très grand nombre de requêtes à la seconde, donc ce qui fait que le serveur qui héberge le site Internet ne peut pas répondre à toutes les requêtes et donc il n'est plus accessible à personne. La commune ayant un serveur partagé avec la mairie. Sur lequel on clique, ou juste en ouvrant le mail, on peut y aussi voir. Ça dépend en fait, mais la plupart du temps, c'est une charge virale qui est inclue dans la pièce jointe. Dans la pièce jointe, par exemple, ou dans un lien. Puis, honnêtement, je sais pas trop. C'est la question que je me pose. Mais par défaut, ouais, moi je n'ouvre pas les mails dans tous les cas. Donc, non, mais moi je travaille moins dans la cyberdéfense, donc après je sais pas trop. En fait, souvent, c'est ouvrir le mail, c'est pas vraiment ce qui va déclencher l'attaque. C'est souvent le lien qui se trouve à l'intérieur du mail. Donc c'est pour ça que souvent le mail, les attaquants font en sorte que le mail il soit le plus attractif possible et réaliste aussi possible. Donc souvent ils font ce qu'on appelle ils vont copier des mails qui sont légitimes, par exemple pour les cartes vitales, sécurité sociale, etc. Et impôts.gouv, enfin voilà, les services, on va dire, administratifs. Là, en ce moment, c'est les amendes. Donc là, on vous demande de payer une amende, vous avez eu une amende, et puis non, si c'est pas vous, alors venez sur le lien. Et en fait, c'est toujours, on vous invite en fait à cliquer sur un lien. Et en fait, c'est dans ce lien que se trouve le piège. Soit ce lien va télécharger un document, et dans ce document, il va y avoir du coup une charge virale, ou alors ce lien va, comme souvent, quand on est sur un site internet, on va cliquer sur un lien, ça va nous ouvrir une autre page web. On va arriver sur un autre site web, et même des fois, on va rebondir. C'est-à-dire, on va arriver sur un site web, puis nous ramène sur un autre site web, puis nous ramène, etc. Et donc, en fait, ces liens, c'est du coup des liens de redirection et qui vont en fait aller sur un autre serveur dans lequel il y a une charge virale et qui va soit récupérer des données ou venir souvent dans le reverse shell, ce qu'on appelle, c'est-à-dire il va, grâce à ce lien, dans le serveur, il va y avoir un programme qui va prendre le contrôle de l'ordinateur. Et donc là, ça veut dire ça va ouvrir comme si l'attaquant qui est de l'autre côté, il va recevoir un message, c'est bon, c'est ouvert, tu as le contrôle sur le PC.
Et du coup, lui, il a sur son ordinateur, c'est comme s'il voyait votre ordinateur, en fait, et il va faire ce qu'il veut, en fait. Donc voilà, c'est une connexion à distance pour avoir la main sur pas tout le temps tout le système, mais c'est suffisamment invisible pour pas que l'utilisateur s'en rende compte non plus. Donc on peut parcourir les dossiers, les fichiers, supprimer des données. Après, le phishing, c'est pas forcément que par mail, il y a aussi par texto aussi. SMS. C'est ça, SMS, tout type de messagerie instantanée, en fait, c'est vraiment le plus gros vecteur d'attaque aujourd'hui, même dans le monde professionnel. Dans le monde professionnel, on reçoit énormément de mails sur sa boîte mail qui sont parfois des spams. Et il faut vraiment être très vigilant puisque aujourd'hui, les attaquants ont tous les outils. On le voit avec les derniers outils d'intelligence artificielle type ChatGPT, etc., pour construire des corps de mail qui soient suffisamment réalistes justement et fidèles aux mails authentiques des autres entreprises type Google, Amazon, etc. Et justement, les seuls indices qu'on a pour voir si c'est quelque chose de frauduleux, c'est vraiment le corps du message, le fond du message et les noms de domaine. Les noms de domaine, il faut savoir qu'ils sont propriétaires, donc il faut faire vraiment très attention vraiment à l'orthographe exacte du nom de domaine pour pas se faire avoir. C'est plutôt vicieux. C'est un caractère Ouais, c'est ça. près, C'est un caractère près. point. Parfois, c'est même très, très vicieux puisque c'est des caractères où visuellement, c'est très dur de voir la différence. Par contre, informatiquement parlant, l'ordinateur fait la différence entre ces deux caractères. L'adresse est unique. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est souvent ce qui fait, en fait, il joue sur la négligence quelque part de l'utilisateur ou sa non-connaissance. Et du coup, voilà, c'est quelqu'un un peu attentif ou d'alerté. Il va pouvoir voir ces différences-là, justement. Comme celui qui dit, j'ouvre pas les mails que je connais pas. Bah, déjà, première chose, c'est déjà bien. Et justement, vous parlez aussi du phishing par SMS, d'où l'intérêt maintenant d'avoir aussi une suite ou un antivirus sur un téléphone portable. Après, oui, ça peut être intéressant pour certains cas. Après, au niveau des antivirus, etc., il y a plusieurs écoles, on va dire. Il y en a qui aiment ne pas forcément surcharger leur appareil de tous ces logiciels de protection type donc pare-feu, antivirus, que ça soit gratuit ou payant. En général, les antivirus payants et pare-feu payants effectivement fournissent une meilleure offre que les antivirus gratuits pour le grand public. Après, sur l'ordinateur, point particulier où quelqu'un qui est sur Internet, l'antivirus aujourd'hui, Windows Defender, Suffisant. le travail pour 90% des cas. Sur téléphone, c'est vrai que c'est un peu plus délicat puisque c'est aussi des appareils qui sont plus récents, donc il y a moins encore de services antivirus gratuits pour tout le monde. On est plus sur des services qui sont payants ou à l'abonnement, donc c'est un peu plus compliqué de se faire son idée, mais c'est pas toujours la réponse et parfois ça peut même ralentir votre téléphone puisque un antivirus, c'est un programme qui touche, voilà, c'est ça, qui tourne tout le temps en tâche de fond. Donc sur un téléphone, quand on sait que la batterie du téléphone aujourd'hui, c'est ce qui pose beaucoup de problèmes, ça peut être un problème aussi. Voilà. Merci. Ouais. En fait, il y a quand même plusieurs niveaux à sécuriser. Et vous intervenez à quel niveau dans la société? Moi, j'ai entendu parler de défensif, offensif. Est-ce qu'il y a des expertises possibles? Quels sont les métiers en cybersécurité? Est-ce que déjà, vous pourriez en dire plus sur vos fonctions, vos missions en entreprise dans le cadre de votre alternance? Ouais, alors pour commencer, moi du coup je suis solution builder. Donc en fait on est tous les deux même solution builder chez Sopra Steria. Donc en fait on développe des logiciels qui permettent, qui sont pour la défense française dans le cyberespace globalement. Et je développe aussi avec Sopra Steria un logiciel donc qui permet de faire du pen test. Et donc le pen test c'est penetration tester. En fait il y a des boîtes sur Rennes qui proposent ce genre de prestations. Donc, n'importe quelle boîte peut venir et leur
demander à ce type de boîte de les pirater, entre guillemets, faire des tests d'intrusion, c'est ça, et de découvrir les vulnérabilités pour une correction en fait, et pour qu'ils soient moins, pour en fait corriger en fait toutes ces vulnérabilités et que ça soit pas un pirate justement malveillant qui puisse exploiter ces données exactement. Du coup, ça c'est mes deux facettes de ce métier-là. J'ai une question. Donc, tu parles de développement. Les langages, l'environnement technique, c'est quoi en fait? Je suis principalement sur du Python. Python. Ouais, du Python. Globalement, c'est ça. Ouais, j'ai continué. Donc moi aussi, je suis solution builder. Ewen, lui, travaille plutôt sur la partie pentest et tout ce qui est offensif. Moi, je travaille plutôt justement sur des produits de ce qu'on appelle de lead, donc de lutte informatique défensive. Donc c'est tout ce qui est lié justement à la protection des systèmes d'information. Donc ça peut être des solutions de détection de la menace, de décontamination de la menace. Ça peut être aussi des solutions de supervision, donc pour en fait analyser au jour le jour tout ce qui se passe en termes d'événements sur un système d'information. Comme ça, si un jour il y a quelque chose d'anormal qui se passe sur ce système, et ben, on a l'alerte et on est capable de réagir en conséquence. Donc voilà. Et bah pareil, du coup, c'est dans la cyberdéfense. Donc je sais pas si tout le monde connaît la différence entre cybersécurité et cyberdéfense. Non, c'est utile de le rappeler. À tout le monde. Du coup, en fait, la cyberdéfense, c'est tout simplement la cybersécurité appliquée à la défense de l'intérêt national, donc c'est-à-dire aux entités gouvernementales, mais aussi aux entités qui sont plutôt très importantes, voire vitales pour la France. Donc, ça peut être les grosses entreprises de transport, d'énergie. Ça peut être aussi de l'eau. c'est ça, tout ce qui est grosse infrastructure, etc. Et armement aussi, donc tout ce qui est militaire. Et niveau gouvernement, on est plutôt en relation avec le ministère de l'Intérieur et le ministère des Armées, forcément, pour tout ce qui est industrie de la défense. Et donc, voilà. Donc, c'est à la fois, à Sopra Steria, on produit à la fois des logiciels pour vraiment purement informatique, mais aussi pour des services. On fournit des prestations justement à ces entités-là, type des pentests, avec pour clients non pas du coup des boîtes dans le secteur privé, mais des services étatiques. Donc, tu parlais du ministère de l'Intérieur, du gouvernement, mais est-ce que la cyber, quels sont les secteurs d'activité? Est-ce que c'est uniquement ce secteur d'activité où on doit se protéger, ou toutes les entreprises sont concernées? Comment ça se passe? Toutes les entreprises sont concernées et justement, on va dire, il y a une facette, on va dire, un peu publique, justement, la sécurité de l'État, etc. Donc ça, c'est vraiment une grande... ça peut être aussi, on va dire, un grand facteur de travail, on va dire, pour les spécialistes en cybersécurité. Mais il y a aussi beaucoup de travail pour le secteur privé, c'est-à-dire les services qui vont être apportés aux entreprises. Parce que maintenant, souvent, les États, parce que les menaces, en fait, cybersécurité, peuvent être, comment dire, même étatiques, c'est-à-dire un pays qui attaque un autre pays. Et souvent, c'est même une guerre en fait qui se passe même en ce moment. Et c'est vraiment nous ce qu'on découvre en fait tous les jours. Comme là, cette entreprise qui s'est fait attaquer il n'y a pas longtemps. Quelque part, quand on ne sait pas qui c'est, on ne peut pas savoir si c'est privé ou pas privé, etc. Mais tout le monde a intérêt, enfin, les méchants, ils peuvent avoir beaucoup de casquettes. Et même des fois avoir des doubles ou triples casquettes. Par exemple, il y a les mafias, par exemple, qui sont du coup, qui font vers des attaques à but lucratif. Donc vraiment, par exemple, le ransomware, qui est une grande source de revenus pour eux, et de plus en plus. Mais parfois, ils ont la double casquette parce qu'ils vont travailler à partir d'un pays. Et bénéficier
on va dire, d'une certaine liberté dans ce pays-là, avec une contrepartie, c'est de ne pas attaquer le pays en question. Donc voilà, les menaces sont diverses, et donc forcément, comment dire, la défense aussi va être adaptée justement à ces attaques-là. Et beaucoup d'entreprises maintenant, il y a des entreprises qui mettent littéralement la clé sous la porte à cause d'une attaque. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Parce que, comment dire, quand par exemple on a un site internet, quelqu'un qui vend, je sais pas, des produits sur internet, et que sa seule plateforme qu'il a, c'est son site, et que ce site-là a été piraté, que soit les données de ses clients ont disparu dans la nature et qu'ils se retrouvent, je sais pas où, et que ça se sait, du coup, les clients perdent la confiance, l'entreprise va perdre la confiance de ses clients, donc les clients vont déserter, ou alors, comme le disait justement tout à l'heure, c'est Evan, il peut aussi y avoir des attaques de déni de service, c'est-à-dire que le site internet s'arrête, et donc un site internet qui s'arrête, ça veut dire qu'il n'y a pas de vente derrière, les gens n'y vont plus, donc perte de chiffre d'affaires, et pour une petite entreprise qui commence, ça peut être la clé sous la porte. Donc dans le secteur privé, il y a autant d'intérêt justement de se défendre dans la cybersécurité que dans le domaine public. Je rajouterais même aussi sur la taille des entreprises. Il ne faut pas négliger que une TPE ou une PME ou une très grande entreprise multinationale, à toutes ces échelles, il y a des enjeux au niveau de la cybersécurité. En effet, une TPE ou une PME qui se fait attaquer aujourd'hui, il y a de grandes chances, dans le cadre d'un ransomware par exemple, qu'ils ne puissent pas payer la rançon ou autre, et que ça conduise après à la fermeture de l'entreprise à cause d'une cyberattaque et de ne pas s'être protégé en amont. Et c'est ce qu'on voit arriver tous les ans, et il faut surtout pas négliger cela. Et même si c'est vrai qu'on travaille tous les deux, ou plutôt défense de l'intérêt national, il faut vraiment prendre l'importance de la cybersécurité dans sa globalité sur vraiment tous les acteurs, de la petite PME à la multinationale et aux acteurs étatiques aussi. Les entreprises, pour l'instant, ne prennent pas encore suffisamment en compte le risque justement de cybersécurité. Après, c'est vrai de plus en plus maintenant. On sait aussi de plus en plus, et puis c'est pareil pour les TPE PME, justement, des fois ça peut être aussi un premier lien vers une multinationale en fait pour les criminels. Et du coup, c'est pour ça que l'intérêt est aussi de protéger ces petites entreprises pour vraiment avoir une défense nationale forte. Dans mon entreprise, par exemple, le service commercial, on va dire, nous sollicite de plus en plus en discutant avec eux. Ils ont énormément maintenant de demandes sur la cybersécurité. Et vraiment, la première chose, même jusqu'à même les entreprises commencent à avoir des connaissances maintenant, les interlocuteurs qui avant n'avaient pas vraiment de connaissances techniques en termes de cybersécurité, commencent à intégrer même un langage technique dans la cybersécurité. Donc déjà, ce qui prouve que ils se renseignent et qu'ils sont au fait maintenant de cette menace-là, et que justement, ils ont vraiment envie de sécuriser au maximum. Donc je crois qu'il y a une réelle prise de conscience qui a été depuis, on va dire, peut-être quelques années, mais en tout cas, sur le terrain, les commerciaux le voient, de plus en plus de demandes sur la cybersécurité. Ce qui est délicat aussi avec la cybersécurité, c'est que si du côté défensif, plus ça va, plus on se professionnalise, plus on entend parler, plus on sensibilise, etc. C'est que du côté offensif et malveillant aussi, ça se professionnalise aussi. Aujourd'hui, sûrement l'entreprise qui est attaquée avec un ransomware, il faut pas avoir l'image du hacker caché dans sa chambre qui agit de façon isolée. Il faut vraiment voir qu'il y a des entités malveillantes, donc, qu'on appelle APT, donc pour Advanced Persistent Threat. Donc ça peut être, c'est un peu les mafias ou alors des acteurs étatiques qui se cachent derrière justement des entités malveillantes auxquelles on peut justement identifier telle ou telle attaque. Et c'est vraiment organisé comme des entreprises, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir leur propre service commercial pour vendre leur ransomware, etc. Leur support client, leurs développeurs,
leurs commerciaux qui vont faire du démarchage, etc. C'est vraiment comme une C'est devenu un entreprise. secteur d'activité. C'est ça, c'est devenu un secteur à part entière, illégal certes, mais c'est devenu, et c'est pour ça aussi que les menaces sont de plus en plus sophistiquées et importantes. Moi, j'ai une question un peu plus personnelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours et ce qui vous a vraiment poussé à vous orienter dans ce secteur-là, dans ce domaine-là, et éventuellement ce qui vous plaît dans le métier que vous faites actuellement? Alors moi, j'ai commencé, donc c'est une reconversion professionnelle que j'ai effectuée, que j'ai faite il y a à peu près, que j'ai commencé en 2019, mais j'ai amorcé cela en 2018 à peu près, où je voulais, donc j'étais chauffeur poids lourd avant, pendant près de 15 ans. Et crise de quarantaine ou pas, je sais pas, mais voilà, à cet âge-là, mais c'est surtout dans la vie de famille aussi, le métier, voilà, qui était compliqué, voilà, contraignant par rapport à la vie de famille, les enfants en bas âge. Je conduisais la nuit, donc je partais aussi en déplacement à la semaine. Donc forcément, et puis c'est aussi fatigant, dangereux aussi. Et donc voilà, arrivé à un moment donné où ce métier m'intéressait plus et j'ai cherché à me reconvertir dans un métier. Je ne savais pas encore lequel et j'ai fait ce que vous faites actuellement. C'est vrai que j'étais assis ici précisément il y a 4 ans, 2018-2019, et je me renseignais sur les métiers du numérique. Et en plus j'ai été suivi par le FONGECIF à l'époque. Donc j'étais suivi et donc j'ai fait aussi une enquête de terrain. Je suis allé voir des professionnels de l'informatique. Il y avait tous le côté système et réseau, mais aussi le côté développement d'applications informatiques. Donc il y avait un peu ces deux pôles-là que j'avais identifiés. Et avec des stages, du coup c'est surtout le côté développement qui m'avait intéressé. Et donc voilà, après je suis allé dans les portes ouvertes des écoles, à l'UNI en l'occurrence. Et donc c'est l'UNI qui m'a plu dans cette école. J'ai posé candidature et j'ai commencé mon cursus du coup pour faire un bac+2 en développeur web et web mobile. Et donc forcément c'est quelque chose moi qui m'a tout de suite plu, même on va dire passionné, et vraiment je travaillais tout le temps. J'ai un enfant qui est né pendant la formation. Et en attendant que le bébé arrive, j'étais sur mon ordinateur. Donc voilà, c'est pour la petite anecdote. Donc voilà, il y a vraiment le côté passion qui est ressorti en fait dans ce choix en fait de métier. Et j'ai continué du coup mon cursus vers un bac+4, toujours à l'ENI. Et ensuite, dans l'entreprise où j'ai fait mon stage pour justement mon bac+4 pour devenir concepteur et développeur d'applications. Donc on va dire, c'est le développeur, mais qui va plutôt gérer des projets en fait dans sa globalité. Et dans cette entreprise-là, qui a voulu du coup continuer l'aventure avec moi, c'est une entreprise où ils sont beaucoup plus axés sur le système et réseau où je suis actuellement. Donc ils font pas en fait de développement informatique. Il n'y a pas de développeur. J'étais le seul développeur et mon manager qui lui est développeur en autodidacte. Et du coup, comme il voulait continuer avec moi et que moi je voulais continuer encore à apprendre, il y avait deux chemins qui se proposaient à moi, soit de me spécialiser dans la cybersécurité, parce qu'en fait, par passerelle, quand on est développeur, on peut aller vers la cybersécurité, ou alors aller plus sur de la gestion de projet, mais là, c'est beaucoup plus financier, DSI. Et moi, je voulais rester dans la technique. Et comme j'avais cette opportunité-là et que je commençais un peu aussi à m'intéresser à la cybersécurité, j'ai pu intégrer le cursus du coup de l'ESD, expert sécurité digitale à l'ENI. Et du coup, comme j'étais dans une entreprise qui se spécialise aussi dans la cybersécurité, toutes les étoiles étaient alignées pour que je continue dans cette voie-là. Et c'est une voie qui me passionne parce que justement, en fait, le côté système et réseau m'attirait aussi, mais j'avais choisi du coup développeur. Alors que là, du coup, je peux joindre les deux. C'est-à-dire que pour pouvoir faire ce cursus de l'USD, il me fallait tout le côté que je n'avais pas encore de compétences de système et réseau. Donc, du coup, j'ai fait pendant 7 mois une montée en compétences à l'ENI
Donc, en fait, c'est au lieu de faire 1 an et quelques mois pour le SD, j'ai complété ces 7 mois. Du coup, ça fait une formation de 2 ans, en fait, où voilà, je monte en compétence dans ce secteur-là. Et maintenant, du coup, j'ai, on va dire, les 2 casquettes de développeur informatique et système et réseau. Donc, il me permet maintenant de faire beaucoup de choses, en fait, de développer des programmes pour la cybersécurité. Donc, voilà, c'est très heureux, passionné, super content. Parce qu'en fait, à l'origine, tu n'avais pas d'appétence à l'informatique. Quand tu avais ton travail en tant que chauffeur, tu faisais pas d'un peu de programmation, un peu de bidouille. En fait, non, je faisais pas du tout de programmation. La seule appétence que j'avais, c'était sur l'outil informatique en lui-même. Ouais. Donc j'aimais toujours, je faisais un peu de musique avant, et j'étais celui qui bidouillait les logiciels pour faire de la musique. Donc voilà, mon appétence, en fait, elle était là, Elle était là. mais j'avais quand même une appétence pour l'outil informatique, sans forcément être un geek. Voilà. C'est à la ou- découverte des stages que tu... Exactement. Et en fait, même développeur, pourquoi je suis allé vers le développement informatique? Parce que c'est beaucoup le côté créatif, en fait, qui m'avait intéressé. Et donc, et c'est beaucoup ça, en fait, le développement informatique, c'est beaucoup de la création. Le langage, en fait, quelque part, qu'on va apprendre, l'algorithmie donc, qui va nous servir justement à faire ce programme-là, c'est vraiment une infime partie, quelque part, j'ai envie de dire. La plus grosse partie, ça va être la compréhension du besoin, et puis ensuite la création qu'on va mettre derrière pour justement mettre en forme la demande du client, quoi. Et du coup, voilà, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément être. Moi, on m'a dit au départ, au fond, je me suis dit, est-ce que développeur, ça vous intéresserait? J'ai dit, mais c'est quoi développeur? Si ça vous intéresse de rester toute la journée devant un ordinateur, je dis, oh là là, oh que non! Mais... Donc c'était très réduit. Et heureusement que j'ai fait cette enquête où j'ai parlé en fait à des développeurs. Et en fait, quand on parle aux gens, voilà, c'est là qu'on découvre un peu ce qu'on appelle les soft skills, les, 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 les compétences, voilà, plutôt le savoir-être, plutôt que le savoir-faire qu'il faut avoir pour ce métier-là. Et du coup, on s'identifie beaucoup plus, quoi. D'où l'importance du stage à faire en entreprise, et de parler aux professionnels aussi, pour se rendre compte vraiment est-ce que c'est un métier qui pourrait nous plaire ou pas. Et voilà, maintenant je suis toute la journée devant un ordinateur. Non, mais c'est vrai que pour être développeur aussi, c'est vrai que c'est de la création et c'est ce qui est aussi ce qui est intéressant et motivant. Ouais. Parce qu'on invente toujours des algorithmes, etc. Ouais. Il y a un professionnel en système réseau, justement, j'étais allé voir, il répare les ordinateurs. Et je lui dis, toi, tu n'as pas fait de développeur, et on me propose les deux, de faire développeur ou système réseau. Il m'a dit, oh là là, les développeurs, c'est des philosophes, il m'a dit. Et alors, moi, la philosophie, j'aime bien. Et du coup, c'est ça qui m'a intéressé. J'ai dit, ça me plaît. Donc voilà, pour dire un peu le regard qu'on a sur les métiers. Mais, et Van et Wen, est-ce que voilà, même parcours, un parcours différent? Moi, j'ai pas fait de reconversion puisque je suis un peu plus jeune. J'ai fait donc directement Epitech post-bac. Donc moi, j'ai commencé l'informatique, on va dire fin de collège. Je suis intéressé à comment ça fonctionnait un site internet, etc. Donc forcément, quand on comprend derrière, le premier métier qui vient, c'est développeur. Donc j'ai commencé à bidouiller un petit peu, ensuite tout le long du lycée en Python. Et après, je me suis très vite tourné vers le secteur de la cybersécurité. Je voulais travailler dans ce secteur-là parce que je trouvais le contexte en fait très intéressant. Donc le contexte d'attaquant, d'attaque-défense, tout ce qui pouvait se cacher derrière un attaquant, les techniques utilisées pour à la fois défendre et à la fois attaquer, c'est forcément stimulant. Et je trouvais que dans l'informatique et plus précisément dans la cybersécurité, on pouvait retrouver une certaine adrénaline puisqu'il y avait il y aura des situations de crise à gérer, que ce soit on subit une attaque ou justement dans le cadre d'une analyse forensique où on apprend à savoir comment s'est passée l'attaque et comment y remédier. Et dans les deux cas, en fait, le succès, je le trouve satisfaisant. Et pour faire ça, j'avais le choix entre me spécialiser dans une école, enfin,
postuler dans une école post-bac plus axée vers la cybersécurité directement, ou une école plus axée vers le développement sur les premières années et me spécialiser plus tard. Et c'est ce que j'ai choisi avec Epitech, avec une pédagogie vraiment par projet et qui me plaisait et qui faisait rupture aussi avec le lycée, puisque mes années de lycée, je les ai bien aimées, mais j'ai quand même préféré mes 3 années à Epitech parce que je préfère la pédagogie en fait par projet en autodidacte. J'adore être autodidacte sur que ce soit l'informatique ou plein d'autres domaines différents. Aujourd'hui, avec Internet, on peut apprendre tout et n'importe quoi via des tutos YouTube, en consultant des sites tels Open Classroom ou autres. Donc, du coup, c'est vrai que c'est une pédagogie qui me convenait. Et je me suis dit, qu'est-ce qui va être le plus dur à apprendre dans l'informatique? C'est le développement. Donc, autant se prendre le mur directement après le bac et y aller à fond. Et c'est ce que je me suis pris. Je me suis pris un mur en arrivant, mais une fois qu'on a passé ce mur, on se rend compte qu'on a énormément monté en compétences et que plus rien nous paraît finalement insurmontable dans le domaine de l'informatique. Et ce qui allait m'aider après pour me spécialiser en cyber dès la troisième année. En deuxième année, j'ai rejoint une association donc liée à l'école de recherche et d'innovation qui s'appelle POC. POC, ça signifie preuve de concept, donc proof of concept en anglais. Et c'est une association qui m'a permis de travailler sur des projets de recherche ou de recherche d'état de l'art sur des domaines de pointe. Donc moi, j'avais choisi la cybersécurité. Ça m'a permis de monter en compétence encore une fois en tant qu'autodidacte et de commencer mes gammes en cyber. En parallèle de mes études, j'aime bien faire un peu de ce qu'on appelle des exercices type CTF, donc Capture the Flag ou des challenges. Donc c'est souvent des petits challenges où on va essayer de résoudre une énigme liée à la cybersécurité ou des petits exercices pour trouver ce qu'on appelle un flag. Donc, pour réussir à s'introduire dans un mini système d'information. Et la récompense à la fin, c'est en fait un mot ou une phrase qui nous permet de valider l'exercice. Et ça nous permet de prendre en compétence aussi bien en termes de recherche de l'information ou de pure technique en cyber. Et après, j'ai choisi de continuer dans le cursus MSC Pro en alternance, puisque j'avais fait mon stage de cyber donc à Sopra Steria en troisième année. La boîte m'avait énormément plu et j'ai choisi de continuer par opportunité aussi avec eux pour mon alternance, pour continuer à faire mes gammes en cybersécurité, puisqu'à Sopra Steria, j'ai l'occasion aussi d'apprendre un peu plus côté système réseau et un peu ce qu'on ne voit pas trop ou ce sur quoi n'est pas trop axé la formation d'Epitech sur les deux premières années. Et ça venait en fait compléter mon panel de compétences là-dedans. Et aujourd'hui, je m'éclate à Sopra Steria et dans la cybersécurité. Et puis finalement, je suis dans la bonne voie pour faire ce dont j'avais décidé en troisième du coup. Donc c'est pas mal. Et du coup, par rapport à Ewen, non, moi c'est pareil. Du coup, post-bac Epitech, mais c'est vrai qu'au lycée, je savais absolument pas ce que j'allais faire. Donc j'étais parti sur des écoles de commerce, de la communication, je savais pas trop. Et au final, je suis tombé sur Epitech et du coup, je suis parti à Epitech sans aucune appétence forcément informatique. Enfin, quelques jeux vidéo par-ci par-là, mais je n'étais même pas un grand geek. Donc je suis allé à Epitech, donc ouais, 2-3 années de développement à fond. Pareil, du développement, mais sans savoir trop quoi faire non plus. Donc on a la chance d'avoir des stages à Epitech. J'ai fait des stages en tant que développeur, dans le système réseau aussi, justement. Et en rencontrant pas mal de professionnels de la cybersécurité, justement, c'est un domaine qui m'intéressait, tout le côté géopolitique, un peu de curiosité, justement. Je suis plus dans la lutte informatique offensive, donc vraiment trouver la petite vulnérabilité pour, voilà, pour protéger. Ouais. Et donc ça m'a plu. Et donc c'est pour ça que dans le cursus MSC Pro, je suis parti en spécialisation cyber chez Sopra Steria pour continuer là-dedans. Et pour l'instant, ouais, Paris gagnant, ça me plaît, donc parfait. C'est être heureux de voir quoi tous les trois. C'est ça. C'est ça.
Alors, vous avez des choses qui ont été abordées. Je m'éclate. La curiosité. Est-ce que vous pourriez en dire plus un petit peu au public sur les soft skills, les appétences, qu'est-ce qu'il faut pour intégrer ce secteur-là? Ouais, donc moi sur la curiosité, justement, dans la lutte informatique offensive, ça va vraiment être, ça sera jamais la même chose. Donc au final, il faut tout le temps essayer de trouver, c'est un peu, ouais, résoudre un puzzle, quoi. Oui, être ingénieux aussi. Donc ouais, ingénieux, une réflexion, toujours se remettre en question. Je pense que c'est vraiment le mot d'ordre là-dessus, sur la cybersécurité, même le développement, hein. Quand ça marche pas, c'est une remise en question, hein. C'est nous qui avons développé, donc il n'y a pas de recette miracle. Et c'est vraiment ça, de jamais vraiment faire la même chose et de toujours avoir cette réflexion à avoir et pour avancer, pour continuer, enfin pour que ça marche en fait. Donc ça m'a vraiment plu en fait dans ce métier-là. Et moi justement, c'est un métier créatif aussi un petit peu dans le sens où avec cette réflexion, on va pouvoir faire des choses qui, avec le résultat final, sont quand même assez fun. Donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant. Enfin, je trouve que c'est un domaine qui est très intéressant là-dessus. Ouais. Faire preuve de persévérance. Ouais, ça, ouais. Bah, souvent, on dit qu'il y a un peu le syndrome, enfin, on va dire le syndrome de l'imposteur qui vient souvent avec, je connaissais pas ce syndrome jusqu'à que je le vive. Et en fait, pourquoi? Parce que c'est souvent un métier qui demande, comme je disais, de la remise en question. Donc en fait, on fait quelque chose et ça marche pas du premier coup. Donc ça demande beaucoup de persévérance et justement cette remise en question, justement, ça demande de l'humilité quelque part. Et cette humilité, elle peut parfois envahir. Où on se retrouve en fait, c'est comme le trac. On a le trac, c'est bien d'avoir le trac, mais trop de trac après, la voix elle sort plus. Donc du coup, c'est un peu, c'est vraiment pas un métier pour, c'est-à-dire, comment dire, être trop sûr de soi, voilà, parce que souvent, être trop sûr de soi, c'est ne pas se remettre en question. Alors c'est pas possible, c'est la machine qui va pas. Moi, j'entendais des voix qui disaient, ouais, non, mais c'est la machine qui va pas bien. Non, c'est celui qui utilise la machine. Et donc, voilà, ça demande voilà, beaucoup d'humilité, ça demande de la persévérance aussi. Parce que c'est vraiment pas facile. Tout à l'heure, il disait, on prend un mur, et en fait, le mur, on le prend tous les jours, quoi. Et à chaque instant. Et en fait, ça se termine jamais. Donc, au tout début des cursus, souvent, au bout de, on va dire, un mois, il y en a comment dire, qui vont commencer à se poser vraiment les bonnes questions. Est-ce que je suis fait pour ce métier-là? Parce que quelque part, ils disent, mais on va jamais y arriver. Et si on n'a pas cette envie, cette persévérance, souvent, enfin, il y en a, ils ont ça, hein, ils vont faire un puzzle, je sais pas combien de pièces, et il va mettre 6 mois. Il y en a des puzzles qui durent un an. On se dit, mais c'est pas possible. Et en fait, mais tu dis, mais tous les jours, tu es là, tu es en train de buter sur des problèmes, et tu n'en as pas marre. Et justement, dès que c'est fini, le puzzle est fini, La satisfaction. il y a cette satisfaction-là qui vient, et tout de suite derrière, il faut que je recommence, quoi. Et on se dit, mais lui, il est un peu fou. Et en fait, justement, il est où le plaisir? Est-ce qu'il est d'avoir résolu le problème ou dans tout le cheminement pour résoudre le problème? Et justement, on va dire dans les métiers de développement, d'informatique, et puis du coup de cybersécurité, c'est souvent ça, c'est-à-dire tout le temps de la recherche. Donc, il faut être quelqu'un de persévérant. Euh, euh, et puis aussi, il faut aussi avoir, enfin, il y a des gens qui sont autodidactes, ils arrivent à apprendre tout seuls. Et en fait, ils s'intéressent à tout. Et je sais que moi, il y a un métier que j'aurais aimé faire, c'est journaliste. Parce que, en fait, moi, dès que quelqu'un me parle, je m'intéresse tout de suite à ce qu'il dit et j'ai envie d'en savoir plus. Alors, je pose plein de questions. Et des fois, on me dit, oula, je commence à interpréter, mais parce que ça m'intéresse. Et je pense qu'il faut vraiment avoir cette qualité-là vraiment d'être curieux, d'aller chercher au fond des choses. Parce que, justement, dans les cyberattaquants, du coup, ceux qui ont la casquette des méchants, et ben, en fait, ils vont être des gens très curieux et ils vont s'intéresser et analyser pour trouver justement cette faille
et pouvoir profiter de la situation, mais d'une manière malhonnête. Et démonter un moteur, comment ça fonctionne, on décortique. voilà, exactement. Et du coup, dans la cybersécurité, on fait la même chose, sauf qu'on on a une éthique, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Après, l'éthique, c'est large. Mais voilà, c'est exactement la même chose que les cyberattaquants, sauf qu'il y a une éthique. On appelle ça les chapeaux blancs. C'est ça. White hat. Sur le syndrome de l'imposteur, on a Cédric qui nous dit que c'est encore plus vrai quand on prend de l'âge et qu'on se reconvertit. Le sentiment de devoir repartir de zéro. se remettre en question. Après aussi, on est dans un domaine, l'informatique, et c'est encore plus vrai avec la cybersécurité, qui évolue tous les jours. Il y a tous les jours des nouvelles technologies, des nouvelles inventions, etc. Et le métier qu'on fait aujourd'hui, il ressemblera à rien dans le métier qu'on fera dans 10 ans au niveau des technologies qu'on utilise au jour le jour, des concepts qu'on utilise au jour le jour. C'est ça l'innovation. Et il ne faut pas avoir peur de ça. Et justement, c'est là qu'arrive aussi le syndrome de l'imposteur en général. C'est quand on maîtrise plus, on a le sentiment de plus forcément maîtriser un sujet aussi bien que celui qui vient d'arriver, qui sort de l'école, qui a appris lui tous ces nouveaux concepts, etc. Et en fait, la compétence la plus importante, selon moi, et dans mon parcours, et ce que aussi j'ai pu apprendre à l'école, c'est d'apprendre à apprendre, en fait. De trouver sa méthode d'apprentissage, et aussi la confiance en soi pour se dire, OK, là, il y a un nouveau concept que je ne connais pas, c'est tout nouveau, mais je sais que j'ai les capacités de l'assimiler. Peut-être que ça va me prendre 3 mois, peut-être que ça va me prendre un mois, etc. Mais je sais que je vais pouvoir l'assimiler et l'utiliser à un moment X ou Y. Et c'est ça aussi qui est super bien en informatique et dans la cybersécurité, c'est qu'on ne sait jamais d'apprendre finalement et notre profil, il évolue au fil des années. Alors oui, des fois, on va perdre des compétences, mais on va en gagner énormément plus sur d'autres domaines. Donc, Et donc, le développement, parce que c'est pas un travail de solitaire, c'est un travail d'équipe surtout aussi. ça aussi. C'est ce que j'ai appris à l'EUNI. C'est-à-dire que très vite, en fait, je parle de l'école que je connais, forcément, mais très vite, on nous met en fait dans des situations où on a des projets à mettre en place. Mais les formateurs aussi, c'est souvent des anciens professionnels. Donc, ou même des fois, qui ont la double casquette, c'est-à-dire ils sont professionnels, dans le milieu professionnel pendant 6 mois, et puis on va dire dans le milieu formatif, dans la formation pendant 6 mois. Et donc, il y a cette remontée du terrain qui revient. Et en fait, le développement, on peut l'apprendre en autodidacte tout seul, à la maison, via Open Classroom, etc. Mais les techniques vraiment qu'on va apprendre, c'est plutôt des techniques qui vont être faites pour pouvoir travailler dans un projet collectif et donc avec d'autres développeurs. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, quand je suis arrivé dans l'entreprise où j'ai fait mon stage et où je travaille actuellement, mon chef de projet, du coup, mon manager, me dit, bon, bah voilà, on va te mettre sur tel projet. C'était un logiciel qu'il fallait, c'était une idée de logiciel. Et donc, il voulait faire voilà, comme un projet, mais un peu pour de faux, quoi. Et il m'a dit, on va te mettre là-dessus, ça va être quelque chose pour tester. Et lui, il a appris en autodidacte. Et par contre, il développe, il a vraiment des capacités techniques. Jusqu'à encore maintenant, j'apprends de lui. Voilà, c'est un génie. Il apprend tout seul. Je dis, t'as appris ça tout seul. Et il fait des choses, des programmes en une journée. Il peut faire des programmes tout seul de A à Z, quoi. Donc, il est très fort techniquement. Par contre, il me dit, le premier jour, voilà, on va commencer à coder. Et alors, moi, à l'école, j'ai pas appris ça du tout. J'ai appris d'abord qu'il fallait analyser le besoin. Et puis ensuite, mettre en place, réfléchir à comment on va mettre en place tout ça, réfléchir à une architecture, parce que le but du projet, c'est pas qu'on le fasse, mais c'est qu'il dure dans la durée, du coup, qu'il soit stable, il faut des fondations, enfin voilà, toute une réflexion, et que lui, il l'avait pas, parce qu'il codait toujours tout seul. Donc, il faisait des applications qui marchaient, mais dans le temps, ces applications pouvaient amener beaucoup de bugs, du coup, et qu'il fallait rattraper. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'en codant tout seul, on code d'une certaine manière. C'est comme écrire un livre. Je n'ai jamais écrit de livre, mais je pense que voilà, l'écrivain, il est tout seul à écrire. Donc, il a une certaine manière de penser, etc. Et si demain, il arrête d'écrire et qu'il dit, bon, bah, je pars en vacances, tiens,
il appelle un autre écrivain et lui dit, bah, tiens, continue dans la lancée de mon livre, je pars en vacances 2 semaines, je reviens et je reprends le... Il va lui dire, oui, mais attends, c'est la chose impossible, parce qu'il ne sera pas du tout dans la même logique. Par contre, s'ils décident tous les deux d'écrire un livre dès le départ, ensemble, là, à ce moment-là, ils vont réfléchir ensemble à la structure, comment on fait, etc. Je ne suis pas écrivain, hein, mais vraiment, je dis ça. Mais je pense que si on veut travailler en équipe, on est obligé de faire comme ça, donc avoir une espèce de méthodologie. Et du coup, c'est ce qu'on a appris à l'école. Et quand je suis arrivé, du coup, avec mon gros syndrome de l'imposteur, où je me disais, j'ai appris un métier en 8 mois, maintenant on me demande de faire des choses, et ben, je vais me planter, parce que je sais rien, j'ai pas d'expérience. Et je me suis retrouvé à lui dire, non, non, mais stop, arrête. Là, tu me donnes le vertige. Parce que là, on va droit dans le mur de ce que j'ai appris. C'est pas bon. Et il m'a dit, OK, d'accord, bah écoute, ça s'entend. Tes arguments s'entendent. Je te laisse les clés du camion. C'est toi qui sors de l'école, du coup. Et du coup, ben, j'ai mis en place du coup toute la méthodologie que j'ai appris à l'école. Mais vraiment, hein, quand je vous dis, j'ai prenais mes PDF de l'école. J'étais en entreprise comme ça, et puis j'ouvre mon écran et je regarde leçon numéro 1. Bon, alors voilà. Mais vraiment. Hein. Et donc, je mettais, voilà, cahier des charges. Alors, faire un cahier des charges, etc., etc. Et du coup, bah, j'ai fait tout le projet comme ça. Et bah, maintenant, ce projet bah, n'est plus un projet test, puisqu'il a été validé par l'entreprise. Et c'est maintenant un logiciel qui est en production actuellement et qu'on a déployé sur sur toutes les entreprises du parc de Provexio. Donc, c'est la grande fierté que j'en tire. Donc voilà, et bah, comme il dit, une fois qu'on l'a fait, on a sauté le pas, bon, on se dit, bon voilà, on est capable quand même de faire des choses. Donc voilà, ce syndrome de l'imposteur, c'est pas non plus voilà, la panacée, c'est pas quelque chose qui va, c'est quelque chose qui vient normalement et naturellement, mais qu'on surmonte. Mais pour dire, voilà, la méthodologie qu'on apprend vraiment à l'école, et en tout cas que j'ai apprise à l'école, c'est vraiment ce qui va nous servir, et c'est surtout pour travailler ensemble et faire des choses stables. Alors, on a une question de Sagrid. Python est-il plus facile que d'autres langages? Est-il obligatoire dans la cybersécurité? Plus facile. Moi, je dirais non, en fait, parce qu'il est plus. On peut faire des choses. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire avec Python. Après, faut vraiment apprendre avec le langage qui te passionne le plus. Ça dépend ce que tu veux faire, en fait. Si tu veux faire du développement web, par exemple, ça sert absolument à rien d'apprendre le Python. Et il faut vraiment apprendre le premier langage avec la chose vers laquelle on a le plus d'appétence. Et après, pourquoi pas justement apprendre différents langages comme Python, par exemple. Apparemment, Python est vraiment bien approprié pour développer des programmes C'est ça, de après, cybersécurité. c'est peut-être le langage le plus complet là-dessus, ouais. Par contre, ouais, là-dessus. Je rajouterais que, en fait, Python, c'est un peu spécial comme langage, puisque, en fait, il permet de faire énormément de choses. Donc, dans des domaines comme la cybersécurité, c'est pratique quand on veut prototyper ou faire de courts programmes qu'on appelle scripts. Là, c'est vraiment un langage qui est très efficient. Par contre, pour faire une application entière, donc un site web ou autre, ça va pas être le meilleur forcément langage. C'est ça, c'est pas forcément le plus adapté. Et en plus, il donne la liberté de faire énormément de choses au niveau normes de programmation. Comme l'a dit Mounir, c'est ça. Tout à l'heure, il y a des règles à respecter quand on travaille en équipe, etc. Et Python est très laxiste au niveau des règles qu'on permet d'utiliser dans ce langage. Et justement, ça peut porter à confusion des fois. Quelqu'un qui apprend le Python chez lui et une autre personne qui l'apprend chez lui vont avoir une vision totalement différente du langage. Oui, là, tu fais en fait appel à la syntaxe. Ouais, la syntaxe est même au niveau normes et rigueur de programmation. C'est très libre et pourtant les deux programmes vont fonctionner, mais ils vont pas être écrits et documentés de la même manière. Et là-dessus, Python, ça peut poser des problèmes en entreprise, mais par contre, ça reste aujourd'hui un langage incontournable dans tout ce qui est donc, scripting et prototypage pour établir ce qu'on appelle des preuves de concept, donc montrer que
un algorithme ou un programme informatique qui répond à ce besoin fonctionne, on utilise des langages comme Python qui nous permettent très vite d'arriver à nos fins, puisque il est alimenté énormément par sa communauté et des développeurs pros qui créent ce qu'on appelle des librairies, donc pour étendre en fait le langage. Par exemple, on peut avoir des librairies pour faire des jeux vidéo sous Python, on peut avoir des librairies pour faire des sites web, on peut avoir des librairies pour faire des graphiques mathématiques ou autres. Il y a vraiment énormément de possibilités. Donc, moi, pour ma part, je ne peux pas dire que ce n'est pas un bon langage pour commencer, puisque j'ai commencé avec Python. Et souvent au lycée, ceux qui commencent à partir du lycée, etc., commencent avec le langage Python parce que justement, sa syntaxe est très proche de l'anglais. Donc très simple à aborder, contrairement à un langage comme le C ou d'autres langages un peu plus ce qu'on appelle bas niveau, c'est ça. Donc pour clarifier ce que c'est bas niveau et haut niveau, en fait, bas niveau, c'est des langages qui vont être très proches du fonctionnement, on va dire, primaire de l'ordinateur. Donc il va y avoir tout ce qui est gestion de la mémoire. Notre ordinateur, il a une quantité de mémoire limitée et donc on doit gérer cette mémoire. Les langages haut niveau, eux, ils gèrent la mémoire pour nous et forcément, ça rend plus facile l'utilisation de ces comment dire de ces langages. À défaut, ça les rend aussi les programmes codés dans ces langages sont parfois moins performants. Et on peut moins les modeler de la façon dont on veut. Donc voilà la différence. Mais dans la cybersécurité, c'est très important de savoir à la fois faire du haut niveau et du bas niveau comme du C ou autre, notamment dans les réseaux, etc. C'est assez utilisé. Souvent, le langage, on le choisit en fonction vraiment de ce qu'on veut faire aussi plus tard. Il y a des langages qui sont, on va dire, historiques, par exemple Java ou PHP, donc qui ont permis de développer énormément de programmes et de systèmes pour des secteurs d'activité comme la banque, les assurances, qui ont du coup beaucoup de programmes et de logiciels qui fonctionnent avec Java, parce que c'est un langage Java qui est très stable, donc qui est compliqué un peu dans sa syntaxe, donc un peu très verbeux, mais comme du coup il est très stable, parce qu'il n'est pas très permissif, les banques, voilà, les assurances qui sont des entités très frileuses, voilà, qui ne voudraient pas avoir des choses, qui préfèrent prendre le temps de développer, mais qui soient des choses vraiment qui soient sûres, parce que c'est quand même des données bancaires, etc. C'est importante. Du coup, ils ont beaucoup de logiciels qui tournent en Java. Donc, qui dit logiciel et programme, dit aussi, qui dit développement, dit aussi maintenance. C'est-à-dire que il y a des gens qui vont partir en retraite ou ça va grandir. Et puis, le système, il faut continuer à le maintenir. Donc, il faut des gens qui ont la connaissance de cela. C'est aussi un langage qui évolue. Donc, il y a plusieurs versions. Là, maintenant, on a Java 18, enfin, j'ai plus 18, je crois. Alors, voilà, parce que j'ai laissé Java il y a maintenant 2 ans. Donc, du coup, là, maintenant, je suis en Golang. Mais voilà, un collègue, par exemple, travail où je lui ai proposé sur un poste et le poste est pour du Golang, mais lui il fait du Java. Non, non, je laisse pas Java parce que je veux continuer à devenir expert dans ce langage-là. Donc en fait, voilà, on va aussi apprendre un langage en fonction aussi de ce qu'on va faire, de ce qui est demandé sur le marché aussi. Il y a aujourd'hui dans la programmation, c'est vrai que le langage, une fois qu'on sait programmer, le langage il devient très secondaire finalement. Quand on connaît, on a assimilé un petit peu la logique de programmation, donc tout ce qui est programmation élémentaire, type les boucles, les conditions, etc. C'est des éléments qu'on va retrouver dans tous les langages. Les seules choses qui vont différer, ça va être la syntaxe et certains concepts de programmation. Donc, par exemple, entre Python et le C, il peut y avoir déjà, c'est la programmation orientée objet, ça peut être la gestion de la mémoire, etc. Donc, il y a vraiment des concepts après qui vont être particuliers. Et en fait, on va
pas avoir à réapprendre la programmation, mais juste à apprendre les concepts liés au langage pour pouvoir s'y retrouver finalement. Donc ça rend le développeur très flexible s'il veut apprendre un nouveau langage. Parce que c'est ça, en fait. À l'origine, il faut connaître l'algorithme. C'est ça. Quand on sait écrire un algorithme, après, on s'adapte au langage. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, il y a des langages qui se ressemblent un peu. Et puis après, voilà, une fois qu'on a appris vraiment à développer, il y a des gens qui, voilà, tout de suite peuvent intégrer, assimiler un nouveau langage en quelques mois et à développer dessus. Maintenant, voilà, il existe énormément de tutoriels, etc., des formations. Et même les développeurs eux-mêmes s'auto-forment. Enfin, il y a ce qu'on appelle la veille informatique. Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'il y a un peu le côté aussi passion qui est important. Parce que justement, il y a du travail un peu personnel en fait à faire, même si beaucoup d'entreprises l'intègrent dans le temps de travail de l'entreprise, où ils laissent aux salariés une après-midi dans la semaine ou quelques heures par jour pour faire ce qu'on appelle de la veille informatique, continuer à s'auto-former sur le langage qu'ils sont actuellement en train d'utiliser, les technologies, et puis aussi apprendre peut-être de nouveaux langages beaucoup plus performants pour migrer le programme ou l'application vers ce nouveau langage, apprendre davantage, communiquer aussi avec la communauté. Et puis, voilà, tout plein d'aspects. Donc, c'est important aussi d'avoir cette appétence-là et cette passion-là. Mais une fois qu'on a appris une chose, on peut apprendre énormément. Ce qui est aussi intéressant et motivant, c'est que de toute façon, on a toujours la possibilité d'apprendre. Et puis, c'est vaste, quoi. Enfin, on s'ennuie pas, quoi. On a une question de Bélaspar qui demande si il faut obligatoirement passer par le métier de développeur pour faire de la cyber. Deux parcours différents. Bah, moi, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, du coup, j'étais développeur et ensuite, je suis arrivé dans la cybersécurité et il a fallu que je fasse une montée en compétences donc, pour ce qui est de l'administration système et réseau à l'EUNI. Donc, j'ai intégré du coup, des formations, des classes, hein, des formations du coup d'ASR, d'administrateur système et réseau. Et donc, c'est eux, ils font des formations sur 2 ans en alternance. Et j'allais dans une classe et une autre à chaque fois qu'il y avait un module que je devais apprendre. Et en fait, là, j'ai compris que vraiment la voie royale, on va dire, pour la cybersécurité, c'est le système et réseau, l'administration système et réseau. Oui, voie royale, ouais, plutôt la voie classique. Donc, c'est la voie classique et plus naturelle, on va dire, qui va vers la cybersécurité, parce que ça demande, comment dire, souvent, ça demande beaucoup de maintenance. Souvent, les ingénieurs en cybersécurité ont une casquette d'administrateur et système et réseau qui va permettre après d'agencer, de maintenir le système d'information dans sa globalité. Et moi, le développeur, du coup. Lui, le développeur, souvent, dans une entreprise, on dit, quand tu es développeur dans une entreprise, l'administrateur système réseau, ça doit être ton ami. Parce que mon programme, du coup, il va être hébergé dans un serveur. Et celui qui va gérer les serveurs et qui va donner les droits d'accès dans le système d'information, qui va héberger où on a besoin d'héberger une base de données, etc., c'est l'administrateur système réseau. Et lui, il a les clés. Et souvent, il y a des administrateurs qui s'amusent à dire c'est moi Dieu dans l'entreprise, parce que clairement, c'est lui qui va gérer le système d'information, et donc moi, le développeur. Donc c'est pour ça que si vraiment la personne veut aller dans la cybersécurité, il faut absolument avoir une appétence pour l'administration système et réseau. Parce que c'est vraiment des notions à connaître, tout ce qui va être protocole, etc., tout ce qui va être vraiment réseau, même parfois réseau, on va dire dans la couche 1, 2, dans la couche OSI, dans le modèle OSI, c'est vraiment important, jusqu'à même les fils, la fibre, les machines physiques, c'est-à-dire le firewall, le serveur, comment fonctionne même un disque dur. Quand on fait de l'analyse, par exemple, forensique, il y en a qui vont jusqu'à même connaître la machine, le disque dur, comment il est fait physiquement, où où est stockée la mémoire. Et donc, le fait d'avoir ces connaissances-là permet après d'être plus efficace, on va dire, dans l'analyse
dans la cybersécurité. Donc, du coup, le système et réseau, c'est peut-être mieux si on veut aller vers la cybersécurité que le développement. Ça permet de comprendre le système et de le comprendre, ça permet de mieux le défendre en fait contre des attaques. C'est ça. Après, c'est effectivement la voie un peu plus classique, on va dire. Voilà, j'ai envie de dire. Dire que le parcours est un peu moins traditionnel, on va dire, mais tout aussi complémentaire et intéressant, puisqu'on peut voir que justement l'informatique, c'était aussi un domaine qui est assez transverse, c'est-à-dire que ça demande de l'auto-formation, ça demande des compléments de formation, mais on peut aussi naviguer un petit peu dans ces différents secteurs que sont l'informatique, avec les bonnes compétences, bien sûr. Son parcours, voilà. Et il y en a qui font maintenant la cybersécurité vraiment pure, c'est-à-dire où ils vont tout apprendre en même temps dès le départ, en fait, du développement et de tout ce qui est administration système réseau dès le départ. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce que j'ai vu, c'est que les administrateurs système réseau, ils ont aussi une casquette développeur quelque part. Parce qu'en fait, on fait beaucoup de scripting quand on est. Voilà. Donc, ils sont souvent en autodidacte. Mais le métier, et dans la formation que j'ai, quand j'allais dans le cursus des ASR pour ma montée en compétences vers le système réseau, il y a aussi des modules, donc du coup, des modules de Python notamment, pour apprendre aux ASR, justement, le scripting et du coup le développement. Après, souvent, quand on est développeur, on ne se sent pas légitime à faire de l'administration système réseau. Et j'ai vu les ASR aussi, les administrateurs système réseau, qui dès qu'on parlait développement, ils disent oh là là, ça c'est pour les devs, oh là, Mounir, tu vas t'éclater. Alors que il y en avait qui étaient très forts, quoi. C'est ça. Donc, c'est beaucoup des fois, on met un nom sur un métier et du coup, on pense qu'on est plus. Enfin, voilà, que la personne peut-être est plus légitime que moi parce que j'ai pas cette casquette-là. Mais en fait, non. Enfin, vraiment, voilà, c'est des compétences transverses. Et du coup, et j'en connais aussi qui étaient développeurs et qui avaient cette compétence d'administrateur système réseau parce qu'ils bidouillaient déjà à la maison. Ils avaient mis en place leur propre serveur, etc. Espèce de réseau interne à la maison. Ils bidouillaient. Donc voilà, c'est vraiment. Mais par contre, les deux compétences sont vraiment sont demandées dans la cybersécurité. Parce qu'ils sont vraiment Ouais, complémentaires, parce qu'ils sont complémentaires, exactement. Je rebondis un petit peu sur ce que disait Cédric. Lui, il va commencer effectivement le CDA Bac 4 en alternance. Effectivement, il doute un peu sur son employabilité par rapport peut-être à des personnes qui sont plus jeunes. Alors peut-être que la question serait peut-être plus pour Mounir, mais est-ce que toi, tu as senti une difficulté à trouver ton alternance par rapport à ça, ou le fait de se reconvertir Par rapport à l'âge? Oui, aussi. Ça s'est bien fait. Ouais, ça s'est bien fait. Et puis, c'est vrai qu'en reconversion et dans les formations que j'étais, les âges allaient de 20 ans jusqu'à, je crois, plus vieux. Enfin, voilà. Et il y avait tous les âges. Mais on ne voyait pas la différence, en fait. Peut-être sur l'apprentissage, ou quand on a 20 ans, je pense que ça percute plus. Donc, il y en avait qui, ils apprenaient tout de suite au premier regard, alors que moi, il fallait que je répète plusieurs fois dans mon coin. Donc, peut-être là, on a un peu de jalousie par rapport à l'âge et on se dit, mince, si j'ai 20 ans de moins, peut-être que. Mais c'est même pas sûr en plus, parce que j'ai connu un professeur qui était avec moi en CDA et qui était donc en reconversion. Et vraiment, il était très fort, quoi. Mais parce qu'il avait du coup un bac+5 en physique-chimie, il était prof de bio. Donc, en étant professeur, il avait déjà cette capacité, déjà, lui, à structurer et assimiler. Donc, déjà, comme il est professeur, donc il faut structurer pour bien transmettre. Et donc, il avait vraiment cette capacité-là. Ce qui fait qu'il apprenait, mais très vite, quoi. Et il est devenu très fort tout de suite. Et après, après le bac+4, du coup, quand on a terminé, il est devenu ingénieur dans une entreprise avec la casquette d'ingénieur en 8 mois, quoi. Et en plus de cela, c'est que moi, pour arriver au bac+4, il a fallu d'abord que je fasse le bac+2 et ensuite le CDA. Mais lui, comme il avait déjà son bac+5, ça lui permettait d'arriver directement sur le CDA.
Mais la formation de CDA, quand je suis arrivé dans cette formation-là en continu, il y a des modules où je n'étais pas obligé de les faire parce que je les avais déjà faites dans la formation d'avant. Donc en fait, j'ai dit, mais ça veut dire que j'étais pas obligé de faire le bac+2, j'aurais pu faire le bac+4 directement. C'est dégueulasse. Eux, ils ont tout fait d'un coup. Mais du coup, quand je me suis retrouvé dans ce cursus-là, je me suis dit, oula, tout faire d'un coup, c'est quand même costaud. Et du coup, ils privilégient le bac+5, enfin ceux qui ont déjà fait des études supérieures, parce qu'ils ont, on va dire, peut-être une tête mieux faite qui va leur permettre justement d'assimiler et de s'organiser pour vraiment prendre tous les concepts qui sont d'un coup, quoi. Et donc voilà, il n'y a rien à voir avec l'âge, et même au niveau du travail, enfin, c'est super demandé, quoi. Et ils peinent vraiment à recruter les entreprises. Et donc, quand une personne se propose à eux, c'est vraiment pas l'âge qu'ils regardent, quoi. C'est surtout la compétence, et même plus que la compétence, le savoir-être qui est très important. La personne, si elle est motivée, si elle a soif d'apprendre. Et donc voilà, ouais, on était en ballottage avec 2 alternants. On était 2 alternants du coup à commencer. Et mon manager a dû faire le choix de se séparer un des 2 parce que il pouvait pas gérer les 2. Donc j'étais avec lui en stage, ça allait pour 2 mois. Mais ensuite, il a fallu qu'il fasse un choix. Le deuxième alternant allait sur une autre formation du coup en IA, mais il aurait pu la faire dans l'entreprise. Et, euh, et vraiment, on était très amis. On était vraiment le trio, là, les 3 mousquetaires dans l'entreprise, toujours ensemble. Et malheureusement, il a fallu qu'il se sépare de l'un des 2. Et il me l'a dit après. Et du coup, il s'est séparé. Et le deuxième était très jeune. Je ne sais plus quel âge il avait, mais il devait avoir dans les 25 ans. Et il m'a choisi pour continuer l'aventure avec eux. Et c'était fort parce que vraiment, on s'entendait bien. Et il m'a dit, tu as tellement d'appétence, c'est plutôt que ton côté technique, c'est plutôt ton côté passion où je sens que toi, as vraiment envie de continuer et Il y a toujours une marge de voilà, progression. t'as cette marge de progression, ce côté passion qui va faire en sorte que je sais que voilà, il y aura des étapes, ça va être compliqué, mais tu vas les surmonter parce que tu as vraiment envie d'apprendre. Et ça m'a touché parce que bon, voilà, c'était vrai. Mais voilà, quand on est en ballottage, ça fait pas plaisir pour l'autre, mais en même temps, enfin, ça fait plaisir pour soi. Et voilà, le choix est fait. Et en fait, justement, l'âge, quelque part, aurait pu être un critère. Bon, on va plutôt investir, voilà, combien d'années il te reste, toi? Non, même si maintenant la retraite, ça a poussé. Mais voilà, du coup, il aurait pu dire, 25 ans, on a peut-être plus de visibilité dans l'avenir. Alors que non, en fait, c'est plutôt ce côté voilà, passion, etc., qui prennent en compte, quoi. Alors 25 ans, peut-être qu'il veut rester quelques temps, puis il va quitter la boîte. Ouais, Qui est déjà plus en place, nécessairement beaucoup plus longtemps. c'est ça, mais bon, pour dire que c'est pas un critère qui va. Mais l'informatique en général, même nous dans notre promo, il y a énormément de personnes en reconversion et on voit pas trop la différence en fait. C'est vrai, enfin moi j'ai pas vu de discrimination par rapport à l'âge justement pour trouver une alternance et tout ça, donc c'est pas l'âge qui va poser problème dans l'informatique, c'est vraiment le côté passion en fait, et le côté envie d'apprendre. Quand on se dirige dans le métier du numérique, l'informatique, c'est qu'on a l'envie, la passion, le vouloir découvrir, toujours apprendre en fait. C'est ça. Quand il y a ça. Après, ça y est, exactement. J'ai une dernière question. Quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui a envie de reconvertir ou de se lancer justement dans des études de cybersécurité? Moi je dirais justement que faut commencer par apprendre ce qui nous plaît. Il y a tellement de passerelles aujourd'hui, même pour élargir un peu dans l'informatique en général, il y a tellement de passerelles que vraiment l'envie d'apprendre une chose qu'on aime dans l'informatique va nous ouvrir des portes un peu partout. Et faut pas commencer à apprendre quelque chose en pensant que justement ça va ouvrir directement une porte. En fait, on peut passer par plein de chemins différents et arriver au même point et en s'éclatant 10 fois plus. Donc, il faut vraiment viser ce qui nous plaît d'abord et après les portes s'ouvrent. Trouver sa porte d'entrée. C'est ça. Moi, je dirais profiter de justement la chance qu'on a d'avoir Internet aujourd'hui où on a énormément de choses gratuites pour apprendre
et aussi trouver, que ça soit via une formation, une école ou ne serait-ce qu'une organisation personnelle, sa façon la plus adaptée pour apprendre une chose, si c'est en faisant des challenges, par exemple, en lisant des PDF, en lisant des livres, en faisant plein d'exercices, en faisant des mini-projets, etc. Chacun a sa manière d'apprendre, etc. Et comme on l'a dit, l'informatique et la cybersécurité, c'est des domaines, dans 10 ans, ça aurait énormément évolué. Et du coup, la compétence vraiment qui restera toujours dans notre profil, c'est notre capacité à apprendre des nouvelles choses. Et je pense une fois qu'on a cette capacité à apprendre et qu'on est fier de cette capacité et qu'on a confiance en cette capacité, après, on peut après évoluer dans le domaine où on souhaite, que ce soit informatique, cybersécurité et n'importe même quel domaine. Donc, et l'informatique, c'est vraiment ça que ça prend aux informaticiens et aux personnes qui travaillent dans ce domaine, c'est apprendre à apprendre au bout d'un moment et de trouver sa méthode personnelle, je pense. Et le stage d'observation, vraiment se mettre en situation, c'est, je pense pour moi, très important. C'est ce qui m'a permis vraiment de faire de sentir les choses vraiment. Même des fois, on n'explique même pas pourquoi ça nous a plu vraiment. La découverte qui a fait le déclic. Mais c'est ça, c'est la découverte, ouais. Et ce stage d'observation, je sais que ma conseillère au FONGECIF m'avait dit il faut faire ce stage d'observation. Et comme j'avais 2 métiers qui me plaisaient, il fallait que j'en fasse 2. Et j'ai mis énormément de temps à le trouver. Un stage d'observation, c'est pas facile à trouver. Et je travaillais en même temps. Donc je rentrais le matin. Et alors il fallait envoyer des CV, il fallait faire des recherches, appeler, etc. Et ça a pris 6 mois. Et à un moment donné, voilà, et en même temps, voilà, on découvrait, en même temps, on allait, on se renseignait, on faisait les portes ouvertes. Et je disais, bon, le dossier, je vais l'envoyer comme ça, et je vais pas faire de stage. Et elle m'a dit, non, 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 faut faire le stage, parce qu'en même temps, le dossier, enfin, la légitimité du dossier aussi, elle vient du fait que on est sûr de ce qu'on veut faire. Et comment on peut être sûr si au moins on n'est pas allé sur le terrain, quoi. C'est ça. Et du coup, elle m'a dit, non, non, vraiment, je vous conseille de le faire. Et je dis, c'est pas facile. Elle dit, je comprends bien, mais... Et du coup, je me suis mobilisé jusqu'à que j'ai trouvé ce stage-là, la lettre V. Mais vraiment, l'entreprise s'appelle Voyelle. Alors, lettre V, quoi, le dernier. Et ils m'ont appelé, ils m'ont dit, oui, viens. Et là, ça a été le déclic, vraiment. Et enfin, j'ai un neveu qui lui aussi cherche un peu sa voie. Et je lui dis, fais des stages d'observation. Parce que le fait de vraiment te mettre en situation, c'est ce qui vraiment va te permettre de ressentir des choses par rapport au métier que tu veux faire, te projeter, etc. Donc, c'est vraiment le conseil, moi, que je donne. C'est sur quoi? Sur une période de 15 jours? Non, j'ai fait 3 jours. 3 jours. Ouais, ouais. Stage d'observation. Non, non, non. Moi, j'avais fait 3 jours. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, je crois que même on peut faire une journée d'observation. Hein. Après, il faut un cadre un peu légal. Après, il faut voir avec C'est des Pôle emploi. PSMP qui sont validés par Pôle emploi. Justement, c'est ce qu'on disait hier. C'est 15 jours maximum, quelque chose comme ça. C'est un mois. Un mois et. C'est aussi en fonction de l'entreprise. Alors, Oui, voilà, c'est ça. Il faut en faire maximum, je crois que c'est un mois. Il faut aller vers l'entreprise. Déjà, je pense qu'il faut toujours solliciter plutôt un entretien conseil. Voilà, je voudrais un peu découvrir le métier. C'est ça. Puis, après, petit à petit, dire est-ce que vous pourriez me prendre en stage? Parce qu'en plus, il fait votre connaissance. Donc, il voit la personnalité. Alors, j'imagine, voilà, il n'y a pas photo. Hein, quand on vous parle, on sent en effet l'énergie, l'envie. Donc, pourquoi pas, quoi. Et Royal, c'est une très bonne boîte. Ouais, ouais, c'est vrai. Ils sont partenaires du printemps du numérique. Ah ouais, d'accord. Mais ouais, ouais, et le fait aussi d'aller vers les professionnels, comme vous avez dit, les appeler et de leur parler, ça m'a permis aussi d'appréhender le métier, mais aussi même de faire de commencer à faire un réseau. Ouais. Et quand je cherchais mon stage, du coup, je demandais conseil à des gens que j'avais appelés pendant mon enquête, des développeurs, etc. Et même des fois, ça permet de poser des questions peut-être qu'on n'arriverait peut-être pas à poser. Enfin, voilà, des fois, même des questions bateaux. Le salaire, moi, je sais que j'avais, voilà, il fallait que j'ai un certain salaire dès le départ. C'était
Et je voulais pas commencer à 1200, 1300 euros. Il fallait que je commence à 1900, 2000 euros. Et donc, c'était des questions que je posais directement aux professionnels. Mais on est payé combien au début? Et on disait, ah ouais, si tu es développeur, bon, ça peut commencer à 1900, 2000. Je dis, oh, c'est cool, déjà, c'est bien ça. Mais c'est vrai que après, peut-être d'autres questions, peut-être des fois même plus personnelles, en fonction de voilà, de notre histoire, voilà, notre passif, etc. Donc vraiment parler aux professionnels, les appeler, ne pas hésiter. Et souvent, ils aiment bien. Je pense que souvent, c'est des passionnés. Donc souvent, ça parle et tout. Et puis c'est cool, quoi, en plus. Donc, voilà. Il y a Cédric qui nous dit, et du coup, ça paye combien la cyber? Donc, je pense que ça dépend des statuts, des entreprises, de l'expérience. Donc, ça peut être très variable, je pense. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Juste une petite info, vous parliez du FONGECIF. Maintenant, le FONGECIF s'appelle Transition Pro. Pour ceux qui étaient là hier soir, en fait, il y avait Transition Pro qui était présent sur le forum. Si vous êtes salarié, c'est vraiment, vous allez voir Transition Pro parce qu'il y a plein de propositions, plein de solutions, des missions de reconversion, enfin, plein de choses possibles. Si vous êtes salarié, parce qu'autrement, demandeur d'emploi, c'est pas l'emploi. On a une question de Erwan. Quelles sont les perspectives d'emploi dans la cyber sur le bassin rennais? Elles sont nombreuses. On est dans un bassin idéal avec la DGA qui est présente à Bordeaux et qui fait graviter autour d'elle beaucoup de ESN qui travaillent donc dans la cyber. Mais effectivement, il n'y a pas que les ESN, on en parlait tout à l'heure, hein, toutes les entreprises du secteur du numérique, toutes les entreprises sont concernées par les problématiques de cyber. Donc, tous les secteurs d'activité sont concernés, mais il y a un fort besoin et il y a vraiment une pénurie de profils. Donc, il n'y a pas de difficulté hein, si on a effectivement cette appétence et cette motivation, cette curiosité et de pouvoir s'insérer dans le milieu de l'emploi, de la cyber. Maria avait vu un intervenant qui disait qu'il y avait à peu près 8000 postes en Bretagne qui avaient été recensés et rien que le bassin rennais, ça serait 4000 postes. C'est ça, aujourd'hui, il faut voir Rennes comme vraiment un peu la capitale, ouais, le pôle d'excellence cyber en France. Le deuxième. Donc, il y a il y a vraiment de grosses opportunités sur Rennes, et, ouais, un gros vivier sur Rennes. C'est le deuxième pôle et ils sont en train de le construire de plus en plus et ils le disent aussi les principaux acteurs du bassin rennais au niveau cyber, d'essayer de justement monter ce pôle d'excellence cyber autour de groupements donc, comme la DGA, comme le ComCyber qui s'est installé à Saint-Jacques-de-la-Lande. Il y a il y a l'ANSSI aussi. Il y a l'ANSSI aussi qui arrive. Les gros acteurs de l'État viennent et du coup, ça rapporte énormément d'entreprises, que ce soit des ESN ou même des petites entreprises. Des acteurs privés de la cyber, donc c'est très dynamique là-dessus. Pas d'inquiétude. Dernière question de Philippe. J'entends dire qu'il y a de plus en plus de jeunes à faire le métier de pentester. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, je pense que quand on parle de cyber au début, c'est le métier un peu qu'on voit au début, vraiment être un peu dans la peau d'un hacker. Mais je pense que c'est l'image qu'on a du métier de la cybersécurité au début. Et au final, après, on se rend compte qu'il n'y a pas tant que ça de pentester et que c'est vraiment très large la cybersécurité. Donc, c'est le métier, je pense que on dit que c'est plus les jeunes qui sont intéressés par ça parce que c'est vrai que c'est un peu l'idée du hacker gentil, entre guillemets. Très romancé dans beaucoup de films. C'est très romancé. Et plus on rentre dans le métier, même si on est pentester, à un moment, on va découvrir d'autres métiers autour qui peuvent plus nous intéresser. Dans mon cas, c'est plus le forensic. La défense. Pour ma part, c'est ça. Et du coup, il y a vraiment énormément de métiers. Il y a aussi des métiers plus dans tout ce qui est audit conseil. Donc, tout ce qui est analyse de risque d'une entreprise qui est très intéressant aussi. Il y a vraiment des métiers, ça dépend des profils en fait. Il y a des profils qui vont préférer des métiers très très techniques où on fait que de la technique, que de l'opérationnel.
ou d'un autre côté, justement, que de la recherche très longue et rigoureuse, comme le reverse engineering, donc l'ingénierie inversée. C'est en gros un métier où en fait on a le virus de l'attaquant devant nous et on va essayer de comprendre comment il fonctionne parce qu'on n'a pas son code source qui nous permet de comprendre comme ça comment il fonctionne. Et du coup, c'est ça, essayer de décortiquer et de retrouver le code d'origine à partir de l'échantillon qu'on a. C'est ça, c'est vraiment très minutieux et c'est vraiment un travail de passionné pour le coup. Et après, on va avoir des métiers qui sont plus liés à la gouvernance, etc., où il va y avoir des aspects techniques, mais aussi relationnels et rédactionnels et autres compétences plus transverses à vraiment la pure technique informatique. Mais ça va être tout aussi intéressant à niveau stratégie, etc. C'est toujours aussi en fonction de la taille de l'entreprise. L'expert en cybersécurité va parfois être très spécialisé donc dans une branche de la cybersécurité, donc soit l'attaque ou la défense ou la gouvernance. Mais des fois, quand c'est des entreprises beaucoup plus moyennes ou plus petites, bah, du coup, il va avoir toutes les casquettes en fait. Là, il va autant essayer de tester s'il y a des failles que de faire de la défense, c'est-à-dire sécuriser l'environnement, mais aussi faire de la gouvernance, c'est-à-dire bah, regarder si l'état de maturité de sécurité du système d'information, où est-ce qu'il en est, est-ce que je corresponds aux normes qui sont conseillées ou même indiquées pour avoir des certifications, pour pouvoir travailler ensuite avec d'autres entreprises ou pouvoir dire à des utilisateurs, est-ce qu'on est conforme à telle ou telle charte RGPD, par exemple, etc. Donc voilà, qui est beaucoup plus dans la gouvernance. Donc tout dépend de la structure, de la taille de la structure, et aussi de l'appétence qu'on a en tel ou tel secteur. Juste pour répondre à la question de l'internaute, hier j'ai été avec des anciens ESD, donc sur le CTF de New York. New York a fait un CTF. Et du coup, les anciens ESD qui rapportaient un peu le retour du terrain. Et apparemment, pentester, c'est vrai que c'est un métier qui est très demandé, donc où il y a beaucoup d'engouement, il y a beaucoup de demandes aussi. Donc c'est vrai que là, c'est beaucoup les jeunes qui vont dessus. Mais enfin, je crois pas, c'est l'âge aussi, parce que quand je vois les formateurs qu'on a et leur âge, ils ont rien, ils ont rien à envier, au contraire. Voilà. Je pense à Pentium 2, par exemple, Monsieur Toin, voilà, en l'occurrence, Fred, voilà, avec qui on discutait, on échangeait hier. Donc voilà, donc c'est pas une question d'âge, mais ouais, l'attaque est très demandée. C'est une question de curiosité, d'ingéniosité, d'intérêt, de passion, et aussi c'est vrai qu'on l'a peut-être pas, on en a peut-être pas assez parlé, mais faut pas voir le défensif et l'offensif comme séparés. C'est des métiers qui sont très très proches. Pentester, c'est très très proche au niveau appétence et compétences techniques de quelqu'un qui va faire de l'investigation numérique, parce que le défenseur a besoin de savoir comment l'attaquant peut attaquer et sait attaquer. Et inversement, l'attaquant, pour bien réussir ses attaques, doit savoir comment les entreprises aujourd'hui se défendent pour pouvoir bypasser ces systèmes. Et la gouvernance aussi, c'est ça. Du coup, parce que bah, quand on va attaquer ou quand on va défendre, c'est toujours, mais où est-ce qu'on met le curseur aussi? Et quel est le besoin aussi de l'analyse qu'on va faire à ce moment-là? Quand on va faire semblant d'attaquer un système, bah, c'est toujours par rapport aux besoins. Et le besoin, souvent, bah, c'est global dans ce qu'on appelle la gouvernance, dans le cadre d'un audit ou d'une analyse de risque. On va cibler telle problématique précisément et savoir est-ce qu'on y est, est-ce qu'on n'y est pas, etc. Donc, du coup, voilà, on va faire appel à ces différentes compétences. Comme le disait, donc on a besoin de toutes ces casquettes-là, de toutes ces parties-là de cybersécurité. Une question de Philippe. Les projets ESN sont-ils plus du type AT chez le client ou au forfait? Est-ce que les activités peuvent être différentes? Ouais, alors justement, en fait, on est solution builder, donc ce qui nous différencie d'un développeur, en fait, c'est qu'on fait du sur-mesure pour les entreprises. Et du coup, ouais, chaque solution va être différente en fonction de l'entreprise qui nous demande, des besoins de l'entreprise. Et on développe pas un logiciel pour le mettre sur le marché et que après, ça soit les entreprises qui viennent nous acheter les licences. C'est vraiment des contrats
avec une autre entreprise et c'est du sur-mesure pour elle. Donc oui, je pense que c'est un peu différent d'un développeur dans une boîte classique, on va dire. Et, Surtout, là, après, nous, c'est vrai qu'on est une ESN, on est une agence de l'ESN Soprasteria qui est axée sur la cyberdéfense. Donc, on a beaucoup de types de contrats comme celui-ci. On a aussi plus des prestations ponctuelles ou qui peuvent être aussi répétées dans le temps. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de contrats sur mesure. Après, il y a d'autres ESN qui fonctionnent sûrement différemment que Soprasteria avec comment dire, des services par forfait et des contrats peut-être un peu moins sur mesure. Mais oui, il y a tout type de contrat et tout type de travail. Ça marche. Merci à tous les trois pour vos témoignages très enrichissants, très complémentaires. Et puis, merci à vous pour votre présence. Merci. Merci beaucoup. Alors, vous allez tous recevoir un formulaire de satisfaction. Je vais l'envoyer en numérique. Version papier m'intéressait davantage, mais c'est quand même plus pratique le numérique. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Même les plus hermétiques au sujet, oui, je suis restée à vous écouter. T'es pas été cool, ça va. Vraiment, c'était super. Pour information, on a enregistré Vision. Ouais, voilà, on a enregistré la visio. Cet atelier, excusez-moi, je commence vraiment aussi à fatiguer. Mais en tout cas, alors, je peux vous l'envoyer à la demande, mais je ne la mettrai pas sur YouTube ou voilà, parce que c'est vraiment les gens qui voulaient regarder, vous avez qu'à être là. Ils veulent bien s'inscrire. Et puis ensuite, c'est aussi pour être numérique responsable, autant se faire que vous envoyez directement la vidéo par WeTransfer. Et après, vous l'enregistrez sur votre PC ou autre. Voilà. Donc, merci encore. Avant de partir, je vais tous vous demander une petite signature. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Merci pour les questions.